Salut à toi, futur expert en cardiologie. Tu te sens parfois perdu devant un électrocardiogramme? Cette vidéo est ta boussole. Nous allons démystifier l'ECG, te fournissant une méthode logique et pratique pour interpréter n'importe quel tracé, que ce soit pour tes examens, l'USMLE ou en pleine pratique clinique. Prépare-toi à transformer ta peur de l'ECG en une compétence solide et indispensable. Avant de plonger dans les détails, retiens ceci. L'interprétation d'un ECG n'est jamais un acte aléatoire. C'est une démarche structurée, une séquence d'étapes précises. Cette rigueur méthodologique est ta meilleure alliée pour éviter les erreurs diagnostiques et optimiser ton temps, que ce soit en QCM ou face à un patient. Cette approche systématique est le pilier de toute formation médicale sérieuse en cardiologie. Elle te permet de développer un raisonnement clinique solide. En suivant un ordre précis, tu garantis une analyse complète et fiable, essentielle pour la sécurité du patient. La première question à te poser est fondamentale. Le rythme est-il sinusal? Un rythme sinusal est le reflet d'une activité électrique normale, initiée par le nœud sinusal. C'est le point de départ pour évaluer la fonction cardiaque. Pour confirmer un rythme sinusal, recherche une onde P précédant chaque complexe QRS. L'onde P doit être positive en D2 et négative en AVR, et l'intervalle RR doit être régulier. Ces critères sont les marqueurs d'une conduction physiologique. Si ces conditions ne sont pas remplies, tu es face à une arythmie. Identifier la nature de l'arythmie est une étape cruciale en pratique clinique. Cela peut t'orienter vers des pathologies sous-jacentes, nécessitant une prise en charge spécifique. La fréquence cardiaque est un paramètre vital, facile à évaluer et riche en informations. Elle te donne une idée rapide de l'état hémodynamique du patient. Une tachycardie ou une bradycardie peuvent être des signes d'alerte importants. Pour une estimation rapide sur un ECG standard, utilise la règle des 300. Compte le nombre de grands carreaux entre deux ondes R consécutives. Divise 300 par ce nombre pour obtenir la fréquence en battements par minute. Par exemple, 3 grands carreaux entre 2 QRS donnent environ 100 BPM, 4 donnent 75 BPM et 5 donnent 60 BPM. Cette méthode est parfaite pour les examens et les situations d'urgence où la rapidité est de mise. Pour les rythmes irréguliers, la méthode des 6 secondes, compter les QRS sur 30 grands carreaux et multiplier par 10, est plus appropriée. L'axe électrique du QRS reflète la direction moyenne de la dépolarisation ventriculaire. C'est un indicateur précieux de la santé cardiaque, souvent testé à l'USMLE et pertinent en clinique. Une déviation axiale peut signaler une hypertrophie ou un trouble de conduction. Pour une évaluation rapide, concentre-toi sur les dérivations D1 et AVF. Si le QRS est majoritairement positif dans les deux, l'axe est normal entre 30 degrés et plus 190 degrés. C'est la situation la plus fréquente et la plus physiologique. Un QRS positif en D1 et négatif en AVF indique une déviation axiale gauche, DAG. Cela peut être physiologique chez les sujets obèses, mais aussi pathologique en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche ou de bloc fasciculaire antérieur gauche. Inversement, un QRS négatif en D1 et positif en AVF suggère une déviation axiale droite, DAD. La DAD est souvent associée à une hypertrophie ventriculaire droite, une embolie pulmonaire aiguë ou un bloc fasciculaire postérieur gauche. La largeur du complexe QRS est un marqueur essentiel de la conduction intraventriculaire. Un QRS fin, inférieur à 120 millisecondes, 3 petits carreaux, indique une conduction normale via le système de His-Purkinje. C'est le signe d'une dépolarisation ventriculaire rapide et efficace. Un QRS large, supérieur ou égal à 120 méthylés, doit immédiatement attirer ton attention. Il signale un trouble de la conduction intraventriculaire. Cela peut être un bloc de branche, un rythme ventriculaire ectopique ou une pré-excitation. L'identification d'un QRS large est une étape diagnostique cruciale. Elle t'oriente vers des pathologies spécifiques
et modifie parfois l'interprétation d'autres anomalies, comme le sus-décalage du segment ST en cas de bloc de branche gauche. Les blocs de branche sont des retards ou des interruptions de la conduction électrique dans les branches du faisceau de His. Ils ont des signatures ECG très spécifiques et sont des éléments clés de la pratique clinique et des examens. Le bloc de branche droit, BBD, se caractérise par un QRS large, un aspect en oreille de lapin, RSR, en V1 et V2, et une onde S large et empâtée en V6. Le BBD peut être bénin chez certains individus, mais il peut aussi être associé à des pathologies pulmonaires ou cardiaques. Le bloc de branche gauche, BBG, est cliniquement plus significatif. Il se manifeste par un QRS large, une onde R large et empâtée en V5-V6 et une onde S profonde en V1-V2. Un BBG nouvellement apparu, surtout en présence de douleurs thoraciques, est considéré comme un équivalent de STEMI et nécessite une prise en charge urgente. L'hypertrophie cardiaque est une augmentation de la masse musculaire du cœur, souvent en réponse à une surcharge de travail. L'ECG peut en donner des signes indirects, très utiles pour le diagnostic et le suivi des patients. L'hypertrophie ventriculaire gauche, HVG, est suggérée par des ondes R très hautes en V5 ou V6 associées à des ondes S profondes en V1 ou V2. Le critère de Sokolov-Lyon, SV1 plus RV5 ou RV6 35 mm est un exemple classique. L'HVG est souvent lié à l'hypertension artérielle ou à une valvulopathie aortique. L'hypertrophie ventriculaire droite, HVD, est moins fréquente et plus difficile à diagnostiquer à l'ECG. Elle se manifeste par une onde R dominante en V1, une déviation axiale droite, et des ondes S profondes en V5-V6. L'HVD est typiquement associé à l'hypertension pulmonaire ou à des cardiopathies congénitales. L'analyse du segment ST et des ondes T est cruciale pour détecter l'ischémie myocardique, une urgence vitale. Ces modifications reflètent un déséquilibre entre l'apport et la demande en oxygène du myocarde. Un sous-décalage du segment ST, élévation d'au moins 1 mm mais dans deux dérivations contiguës ou 2 mm en V2-V3 est le signe cardinal d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST, STEMI. C'est une urgence absolue nécessitant une revascularisation immédiate. Un sous-décalage du segment ST, dépression d'au moins 0,5 mm ou une inversion des ondes T, surtout si symétrique et profonde, suggèrent une ischémie ou une souffrance myocardique. Ces signes sont associés à l'angor instable ou à l'infarctus sans élévation du segment ST, NSTEMI. Une fois l'ischémie identifiée, sa localisation est primordiale pour comprendre quelle artère coronaire est affectée. Chaque groupe de dérivation correspond à une région spécifique du cœur. Les dérivations inférieures D2, D3, AVF explorent la paroi inférieure du ventricule gauche, souvent irriguée par l'artère coronaire droite. Les dérivations antérieures V1 à V4 couvrent la paroi antérieure et septale, territoire de l'artère descendante antérieure. Les dérivations latérales D1, AVL, V5, V6 visualisent la paroi latérale du ventricule gauche irriguée par l'artère circonflexe ou une branche de la descendante antérieure. Une ischémie étendue peut toucher plusieurs territoires. Imaginons un patient de 60 ans se présentant aux urgences avec une douleur thoracique constrictive. Son ECG montre un rythme sinusal à 80 BPM, un axe normal, un QRS fin, mais surprise, un sus-décalage du segment ST de 3 mm en D2, D3 et AVF avec des images en miroir en D1 et AVL. En appliquant notre méthode, nous identifions rapidement un STEMI inférieur. Ce diagnostic oriente vers une occlusion de l'artère coronaire droite, nécessitant une angioplastie en urgence. C'est un raisonnement clinique typique que tu devras maîtriser. Pour résumer, l'interprétation d'un ECG est une danse méthodique. Rythme, fréquence, axe, largeur du QRS, bloc de branche, hypertrophie, puis segment ST et onde T. Chaque étape est une pièce du puzzle diagnostique.
Cette méthode n'est pas seulement un outil pour les examens, c'est une compétence clinique fondamentale. Elle te permet de décoder le langage électrique du cœur, de poser des diagnostics précis et de prendre des décisions thérapeutiques éclairées. La pratique régulière de cette séquence te rendra confiant et efficace. Si cette approche structurée t'a éclairé et t'a donné les clés pour aborder l'ECG avec confiance, alors n'attends plus. Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos pédagogiques et pratiques. Partage cette ressource précieuse avec tes camarades de promotion, tes collègues internes ou tout professionnel de santé désireux de perfectionner sa lecture d'ECG. Laisse un commentaire pour nous dire quelle est la prochaine thématique que tu souhaiterais voir abordée. Ensemble, faisons de toi un expert de l'ECG prêt à exceller en formation médicale et en pratique clinique.